Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'opération Marhaba 2025 a démarré en force ce mardi 10 juin. Ce n'est pas qu'un simple coup d'envoi, c'est l'anniversaire d'un engagement indéfectible. 25 éditions sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que cette opération accompagne les Marocains résidant à l'étranger. La Fondation Mohammed V, véritable organe fédérateur, est à la manœuvre grâce à un dispositif sans précédent simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre des arrivées a littéralement triplé depuis 2000. Pour 2025, de nouveaux sites ont été ajoutés aux aéroports de Laayoune et Dakhla. Marhaba, c'est avant tout une histoire d'humanisme. Des équipes dévouées sur le terrain, mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'orientation, l'aide administrative ou encore la prise en charge médicale. Cette opération n'existe nulle part ailleurs puisqu'elle repose aussi sur une collaboration étroite avec les partenaires européens. Mais il est essentiel de retenir que Marhaba s'inscrit dans une vision plus large, une transformation royale de la gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait annoncé le 6 novembre dernier une restructuration majeure à travers notamment 2 entités clés, à savoir le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et la future Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger qui sera le bras opérationnel chargé de mobiliser les compétences, de simplifier les procédures administratives pour, en tout cas, entre autres, stimuler l'investissement de notre diaspora dans leur mère patrie. Alors, quid de l'opérationnalisation des hautes orientations royales? Pour décrypter tous les enjeux de cette opération et de cette vision royale, nous recevons ce soir l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et marhaba, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous aussi le président de la Maison de la Diaspora, Jamal Belharch. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci. Donc, un déploiement XXL pour ce top départ Marhaba 2025, un quart de siècle d'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger. Colonel Saoud, sous la houlette royale, parlez-nous de ce méga dispositif, de son évolution, notamment en chiffres. Il faut d'abord signaler que, en ce qui concerne cette opération, c'est le plus grand mouvement de population dans l'espace méditerranéen. C'est important de le souligner. Et c'est un dispositif où il y a du binational, du multinational, avec nos partenaires italiens, français et espagnols surtout. Et donc, où il y a un effectif énorme. On a parlé de 14 000 acteurs intervenants, mais il ne faut pas oublier tous les déploiements spécifiques sur le territoire à l'échelon national, dans les provinces et les régions du royaume où il y a un dispositif évidemment d'accueil, de sécurité routière, d'assistance à nos compatriotes marocains résidant à l'étranger. Et donc c'est une opération de grande envergure, c'est une espèce de marche verte pas annuel, mais qui est annuel, chaque année. Oui. Et d'ailleurs, les chiffres en témoignent. On a commencé avec quelque chose comme 1,2 million en 2000. Absolument. En 2024, oui, ce chiffre a quasiment triplé. Et aujourd'hui, on prévoit peut-être 3,5 millions en un espace de temps. Et le dispositif, depuis 25 ans, ne cesse d'améliorer. Parce que la Fondation Mohammed V a une culture de ce qu'on appelle le retour d'expérience annuel. Le retour d'expérience au cours desquels on fait un bilan, ce qui a marché pour l'améliorer et surtout ce qui ne marche pas pour redresser. Et donc c'est ça qui permet toutes ces améliorations continues année par année. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est réellement arrivé à maturation, à maturité. À maturité, et puis il y a de nouveaux sites. Alors aujourd'hui, on parle de 26 sites opérationnels, dont 20 qui sont au Maroc, et de nouveaux arrivants. Ça, c'est l'élargissement de l'assiette géographique des centres d'accueil dans les chefs-lieux de nos provinces sahariennes, à savoir Laayoune et Dakhla. Parce qu'il y a des ports,
il y a des aéroports qui reçoivent des gens, et donc il était normal, et il était légitime d'élargir cette assiette-là à nos deux capitales régionales. Alors, il est aussi légitime d'élargir peut-être la perspective, parce qu'on parle d'assistance à nos MRE, il y a aussi un enjeu de taille qui est un enjeu sécuritaire, colonel Saoud, en tant qu'expert, justement, en la matière que vous êtes. Non, absolument. Je pense que sous le leadership de la Fondation, tous les acteurs de la sécurité sont là, police, gendarmerie, autorités locales, forces auxiliaires, dans un travail synergique, territorial aussi. Je ne cesse de le répéter parce que c'est important et ça nous ramène à des effectifs qui sont déployés spécifiquement pour l'opération Marhaba, qui sont énormes. Avec la réussite qu'on sait, évidemment, la perfection, c'est l'apanage du bon Dieu. Et nous sommes toujours dans cet esprit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, de perfectionnement continu. Un bond spectaculaire, parce que bien sûr on parle de qualité, mais aussi de quantité. Quand on parle de 3,7 millions de passages Jamal Belharaj, c'est une croissance bien évidemment importante, fulgurante. Quelle est la perception de la diaspora marocaine de l'évolution de l'opération Marhaba? Écoutez, pour vous partager avec vous un témoignage que j'ai eu avec mes parents et les enfants de la famille pendant la Eid, je suis allé voir mes parents. Ce processus d'accueil, il y a eu un avant et un après. Parce que c'est la matérialité de l'amour d'un pays pour sa diaspora, pour améliorer ses conditions d'accueil. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qu'il y a chez les gens lorsqu'ils sont toujours en Espagne et qui commencent à voir les grands panneaux publicitaires avec le panneau jaune, etc. Et toutes ces personnes dévouées avec leurs uniformes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés au Maroc, même s'ils sont encore à 20 ou 50 km de l'Espagne, donc c'est important. Donc, c'était le premier élément. Le deuxième élément, vous l'avez dit tout à l'heure, Sa Majesté, dès le départ, a créé les conditions d'une vraie connexion avec la diaspora. Et pour ce faire, aujourd'hui, non seulement le dispositif s'améliore d'année en année, il y a 6 millions à peu près de membres marocains à l'étranger, 3,5 millions, c'est à peu près, on va dire 3 millions, ça fait 50%, c'est énorme. Ça veut dire que derrière, il y a une véritable logistique qu'il faut mettre en place et la dimension sécuritaire n'est absolument pas à négliger. Donc je pense que, cette perception, elle s'améliore d'année en année parce qu'ils le voient, les conditions d'accueil sont formidables, les personnels est vraiment dévoué, formé en l'occurrence à ça. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, il y a une fois qu'ils sont là, c'est super. Mais à partir du moment où ils vont passer ces 3 mois de vacances, c'est comment ça se passe dans la vie de tous les jours, les tracasseries administratives, etc. Mais en tout cas, c'est magnifique ce qui est en train de se faire. D'où cet appel royal pour une réforme structurelle majeure en faveur des Marocains résidant à l'étranger. Et cela a constitué l'essentiel du discours ponctuant la 49e ou le 49e anniversaire de la Marche verte. Colonel Saoud, d'abord un commentaire sur cet appel royal du 6 novembre dernier. Oui, c'est un appel, c'était un discours et un signal envers la communauté, nos compatriotes à l'étranger, dans lequel Sa Majesté a décidé une réforme, et pas une réforme mineure. Nous allons avoir 2 structures, si vous voulez. Le CCM MRE, évidemment, qui est là, mais nous avons la Fondation Mohammadi. Et la Fondation Mohammadi, c'est toute l'opérationnalisation de la stratégie. Je pense que la vision royale est de laisser un échelon stratégique, c'est-à-dire la réflexion globale, la réflexion nationale, et puis la déclinaison de cette politique par la Fondation. Évidemment, la Fondation, c'est toute la mobilisation des compétences, c'est le renforcement capacitaire, c'est le soutien et tout ça. Donc, nous avons deux structures distinctes et c'est très important. Alors, en parlant de ces structures distinctes, les orientations royales faites, qu'a fait le gouvernement depuis le discours de la Marche verte et depuis cet appel royal? Jamal Belharaj. Écoutez, si je le savais, je vous le dirais. Donc ça, c'est un petit sourire narquois. Maintenant, je pense que, j'imagine en tout cas que le message de Sa Majesté a été entendu, qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Et juste aimer en tout cas qu'avant l'arrivée de nos compatriotes, on puisse avoir eu un minimum d'informations sur le sujet. Mais je ne désespère pas
que, comme le disait notre ami colonel, que ces deux structures, en tout cas, puissent maintenant avoir une structure, une vie réelle, pour commencer le travail auquel nous a invité Sa Majesté aujourd'hui, qui est stratégique. Vous l'avez rappelé, ce discours n'a pas été fait de manière anodine et non pas à un moment anodin. C'était au moment de la Marche verte, le 40e anniversaire. Cette année, on va fêter le 50e anniversaire, donc il est important qu'en même temps qu'on fête les 50 ans de notre Marche verte, en même temps qu'on puisse avoir deux outils stratégiques complémentaires Dans quel sens sont-ils complémentaires? Quel est aujourd'hui le rôle, la mission du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger? Comme le rappelait le colonel, aujourd'hui il y a une dimension de réflexion stratégique qui est normalement dévolue au Conseil consultatif des Marocains de l'étranger, qui est fondamental, qui normalement est là pour pouvoir dessiner les politiques publiques. Mais pour faire, il faut une loi, il faut un cadre juridique. Où est la loi? Eh bien justement, donc je pense que c'est ce travail-là qui est censé avoir été fait. Deuxième sourire narquois, c'est ce travail qui est censé avoir été fait aujourd'hui. Je sais que par ailleurs, à l'époque déjà, Si Azami, qui en est le président, avait travaillé sur un projet de loi. Donc là, je pense que les choses ont dû s'accélérer. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et de manière à ce qu'on puisse très vite commencer à déployer cette feuille de route, parce qu'il y a de vrais besoins. Vous avez parlé de la mobilisation des compétences, qui est un enjeu stratégique pour le pays. Vous avez parlé, il y a aussi la problématique de citoyenneté. Tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder certainement, mais il est important que très vite ces textes sortent. Oui, surtout parce que c'est un pilier de la gouvernance participative, ce même conseil. Tout à fait. Et un des objectifs, c'est de repenser justement le fonctionnement du CCME, parce qu'effectivement, initialement, c'est un ensemble de personnes qui ont été sélectionnées, etc., mais de repenser non seulement sa structure, et derrière sa gouvernance pour que ce soit cohérent. Comment arriver à la cohérence et éviter ce fameux chevauchement dont a parlé Sa Majesté dans son discours? C'est là l'objet peut-être des textes qui vont arriver. Et je pense qu'au niveau de la symbolique, il y aura des occasions pour les décliner. C'est une décision royale. Je pense que les textes arriveront et on aura évidemment, parce que la volonté royale, c'est un travail entre deux institutions dans un cadre synergique, complémentaire, comme vous l'avez si bien dit, mais en distinguant des compétences. Je pense que la nouvelle structure, la Fondation Mohammadi, sera la déclinaison dans les territoires et l'opérationnalisation de la stratégie nationale concernant nos compatriotes à l'étranger. Alors, parce que tout à l'heure, Jamal Belharache a évoqué un peu le parcours, je ne dirais pas du combattant, mais en tout cas qui n'est pas sans difficulté pour nos compatriotes résidents à l'étranger quand ils viennent au Maroc, que ce soit en vacances, mais aussi, et c'est un autre message qui était très clair de Sa Majesté, c'est que la part de l'investissement aujourd'hui des MRE dans leur pays n'est que de 10%, et c'est ça l'essence de ce message, c'est que les Marocains résidant à l'étranger, c'est bien, c'est une manne, il faut le dire, financière pour le royaume, à travers les envois de cash, mais aussi ce sont nos futurs investisseurs. Alors, qu'est-ce qui freine aujourd'hui un MRE à investir au Maroc, Jamal Belharache? Je crois qu'il faudrait sortir de la logique qui est qu'on a 6 millions de Marocains à l'étranger et que ce sont tous des potentiels investisseurs. C'est une infime partie qui potentiellement peut investir. La véritable question du frein, c'est les modalités. D'abord, il faudrait que c'est une partie, mais pas des moindres. Voilà. Quand on parle de millions, quand même, si on arrive à drainer ne serait-ce que 10, 20, 30% de ces 3, 4, 6 millions... Restons sur 10% des 6 millions. Restons des 10%. La question, c'est... Aujourd'hui, il va falloir identifier tous les projets d'investissement qui sont compatibles avec la diaspora elle-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la facilitation du circuit de création d'entreprises, etc., qui déjà est un sujet pour les investisseurs classiques. Alors, vous imaginez des gens qui n'ont pas été élevés ici ou éduqués ici, ils ne peuvent pas comprendre certains méandres dans le cadre du processus d'investissement. Nonobstant le fait que la charte de l'investissement a créé quand même un canal pour ce faire, les modalités de financement aussi ont évolué aujourd'hui. Donc ça veut dire que simplement, comme le disait le colonel tout à l'heure, il parlait d'approche synergique, je pense qu'à un moment donné, les acteurs nationaux ici doivent se mettre autour d'une table et discuter ensemble. L'intelligence collective est la clé pour ce processus. Et si Sa Majesté, encore une fois, a tapé sur la table, du poing sur la table le 6 novembre dernier, par rapport à ces deux structures, c'est pour dire maintenant ça suffit, le chevauchement, le millefeuille des institutions, il faut de la cohérence parce que la diaspora de l'autre côté, elle veut un message clair. Aujourd'hui,
aujourd'hui, elle a envie de Maroc, comme dirait l'autre. Pourquoi? Parce que le Maroc vit un momentum exceptionnel. Aujourd'hui, on n'a jamais vu le Maroc dans cette position-là, au niveau international, au niveau appétence d'investisseurs étrangers. Et donc, les Marocains du monde se disent finalement, moi aussi, je pourrais investir. Mais dans quoi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est complexe? Comment je peux m'associer avec qui? Et en même temps, quand il y a les conflits, c'est très compliqué. Quand vous habitez à 3 000, 5 000, 10 000 kilomètres, c'est très compliqué. Donc, comment la révolution technologique va aider à simplifier la vie des gens? Tout ça sont des questions que la Fondation ou le CCME devront, à mon avis, adresser en mode, comme vous le disiez, Notamment la synergie. Fondation, notamment parce que la Fondation, un des objectifs de la Fondation, c'est de mobiliser les compétences, notamment pour ouvrir la voie aux talents et aux projets. Justement, ce ne sont pas les projets qui manquent et je pense que ce ne sont pas... Le capital est aussi là. Il faut juste que peut-être, il faut stimuler l'investissement. Là, je pense que ça s'applique sur tout le monde, mais vous êtes passé par là aussi, Jamal Belharch. Il y a une lenteur aujourd'hui, il y a une lenteur administrative, même si on parle de simplifier, de numériser, etc. Mais sur le terrain de la réalité, c'est tout autre chose. Est-ce que cet investisseur éméreux, avec la spécificité qu'il a, il a le temps pour subir ces lenteurs? Sans parler de la lenteur judiciaire, je reviendrai sur ce point avec vous, colonel Saoud. Vous avez parfaitement raison, Khadija. Moi, régulièrement, j'ai des Marocains du monde qui m'appellent ou qui m'envoient des messages sur LinkedIn par rapport à ce sujet-là. Il y a les effets d'annonce, là-dessus on est très fort, et il y a le déploiement. Et là, on n'est pas très bon. D'accord? Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de la Fondation, Inch'Allah, ou du CCME, c'est de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des relais. D'ailleurs, nous, si nous avons créé la Maison de la Diaspora, c'est pour créer un relais pour ces gens qui veulent investir, pour les guider et les amener là où ils doivent aller et ne pas les laisser se perdre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même des institutions telles que le CRI et les autres, oui. mais ce n'est pas suffisant. Mais après signature, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien de déballer le tapis rouge, si je puis me permettre l'expression. Une fois la signature faite, quel accompagnement après? Quel service après-vente aussi, si je peux aussi me permettre l'analogie? C'est ce que j'appelle l'expérience diasporique. C'est-à-dire qu'il faut aller de bout en bout. Et c'est le rôle, la vision stratégique, en tout cas qu'a installé Sa Majesté, derrière le CCME et la Fondation, devront opérationnaliser ça pour que, entre guillemets, lorsque j'habite à Dreux ou à Marseille ou à Berlin, j'ai une idée, j'ai un projet, je puisse, avec un clic, pour pouvoir vivre ce processus avant d'arriver au Maroc. Il faut tout faire pour que le processus soit fait en amont, pour que l'arrivée au Maroc ne soit qu'une formalité, on va dire, de décision ou de signature. Est-ce qu'on peut simplifier les formalités judiciaires, colonel Saoud? Assurément, les CRI sont là. Mais je pense qu'au niveau des CRI, peut-être qu'une structure opérationnelle comme celle-là peut avoir des contacts avec une fois que un 13e CRI. Nous avons 12 CRI, un pour chaque région. Peut-être qu'il faudra prévoir ce fameux... Vous vous souvenez, c'était une des promesses électorales, puisque nous sommes à la veille d'élections. On parlait de la 13e région, on n'en parle plus. Mais nous avons fort heureusement, le CRI, le conseil est présidé par les Wali des régions. Et ça, ils ont des contacts permanents, notamment avec la diaspora en ce moment, au moment des vacances. Mais je pense que la lenteur administrative est un grand handicap. Et il y a une loi qui détermine les dates de dépôt des dossiers et les dates de traitement des dossiers. Ça, maintenant, il faut regarder ça de près. Nos compatriotes n'ont pas le temps. Ni des vacances, ni... moi, j'étais sur le terrain. Il y a des gens qui passent leurs vacances dans les tribunaux. Exact. Il y a même des jugements qui ont force de loi et ça bloque au niveau des exécutions. Et ça n'est pas normal. Et donc, il y a, je pense, même si le temps judiciaire est censé être lent, je pense qu'il y a une accélération à faire. Parce que c'est très important. Et c'est un signe, la justice est un signe de confiance de l'investisseur, qu'il soit marocain ou qu'il soit étranger. Et à plus forte raison, nos compatriotes. Je pense que c'est la clé de la solution en ce qui concerne leurs investissements. Je pense il faut créer une banque de projets au niveau de ces institutions-là et une cellule de suivi. Oui. Avec les CRI. Si je peux me permettre de rebondir, colonel, pour aller dans votre sens, moi je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé.
et nous avons des institutions existantes dans les pays du monde. Nous avons les ambassades et les consulats. Oui. Elles doivent avoir un nouveau rôle dans ce dispositif d'accompagnement. Pourquoi ? Administratif. Parce qu'il faut de la proximité. Très bien. Il faut de la proximité. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de cette intelligence collective. On vient de le comprendre aussi. On a parlé d'investissement. Dans quel ministère d'investissement ? Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Il faut dire aussi qu'ils jouent un rôle pilier essentiel et un travail formidable, notamment d'écoute, à travers notamment le numéro vert à disposition de notre diaspora à l'étranger dans tous les pays du monde. Il y a cette transversalité finalement, c'est comme quand on parle de l'eau. Finalement, le MRE doivent avoir un département dans tous les départements ministériels. Peut-être c'est une manière de voir les choses. Il y a un point important, parce qu'il y a l'intelligence collective, mais il y a aussi la représentation individuelle, c'est-à-dire la représentativité aujourd'hui, le rôle des Marocains résidant à l'étranger dans la politique publique, dans la prise de décision. Qui va défendre les intérêts des Marocains résidant à l'étranger? Pourquoi ce projet bloque-t-il? Jamal Belharrach, encore un autre sourire. En tout cas, beaucoup de sujets qui interpellent votre sourire ce parce soir. que ce sont des sujets sérieux. Et mon sourire, c'est simplement pour dire que, d'abord, je vais revenir à ce que disait le colonel, il faut être à l'écoute. Quand on parle avec les gens de la diaspora, quand on est de l'autre côté, je vous jure que leur priorité, ce n'est pas le politique. Je dis ça, et il faut que le message soit entendu. Leur priorité, ce sont tout ce qu'on est en train de dire avant. Maintenant, je réponds à votre question. Aujourd'hui, je pense que l'heure est venue que les parties prenantes se posent autour d'une table, et on revient encore une fois à l'intelligence collective, mais dans l'intérêt général du pays, pas dans des intérêts catégoriels. Et là, il faut trouver les solutions. On parle de la technologie aujourd'hui, le vote électronique, tout ça c'est possible, mais il faut se mettre d'accord sur les modalités de découpage politique, etc. Et ça, ce sont les parties prenantes. C'est-à-dire découpage politique par rapport aux régions du monde, c'est-à-dire bien l'Europe, les Amériques, Moyen-Orient. 70% de la population est en Europe aujourd'hui. Okay. C'est ça, hein, 80%. Okay. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'on ne pourra pas éluder cette question pour les prochaines élections, c'est évident. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas en faire, je dirais, l'alpha et l'oméga de la politique de la diaspora, parce que Sa Majesté, quand il nous a tous invités le 6 novembre à repenser un peu tous les modèles, d'abord, il y a comment on construit une nouvelle feuille de route, et dans cette feuille de route, le droit de citoyenneté, qui existe depuis la Constitution de 2011, bien évidemment, aussi bien le droit de vote que l'éligibilité. Le droit de vote, bien Maintenant, sûr. il faut la mettre en œuvre, mais encore une fois, sans les calculs politiciens des uns et des autres, c'est l'intérêt de la nation qui doit compter. Dans l'absolu. C'est une revendication légitime. Un citoyen marocain sur 8 ou sur 15% à peu près sont à l'étranger. Et je pense que, et ça n'engage que moi-même, il faut redresser cette anomalie. Il faut appliquer ce que dit Sa Majesté aussi, j'ai envie de dire, colonel. La représentation est nécessaire, mais il faut de la gouvernance partisane correcte. La bonne gouvernance, les choix des compétences, le choix de la jeunesse, le choix des personnes capables de synergiser tout ça et de bien représenter. Et là, je pense que les partis politiques doivent se rendre compte, le cas échéant. Attendez, certains partis politiques mènent campagne, ou en tout cas ont mené campagne lors du dernier scrutin législatif, outre-mer, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont quand même mené une campagne électorale là-bas. Mais après, qu'ont-ils fait réellement pour cette diaspora? En tout cas, comme l'a dit notre collègue, je pense que c'est une anomalie qui ne peut plus durer. Mais ça doit aussi commencer, ou en tout cas intégrer le parti politique dans sa composition. C'est les partis politiques qui choisissent leurs représentants. C'est le bon choix. C'est pour cela que je parle de la nécessité d'une bonne gouvernance politique dans le choix des bons représentants de cette communauté qui mérite vraiment tous les égards. Mais ce n'est pas les compétences qui manquent. Alhamdoulilah, ils nous rendent fiers dans toutes les contrées. Et la protection royale est la garantie de la réussite de tout ça. En parlant de protection, rapidement, colonel Saoud, un point, même,
ça me peine de finir cette émission avec ce point-là, les accidents de la route. C'est une évolution malheureuse aussi et triste en chiffres. Je pense que vous avez raison de l'évoquer. Et c'est pour moi un message subliminal à l'endroit de nous. Songez qu'en 2024, on a eu 537 accidents où sont impliqués nos compatriotes. Et ça nous a fait 21 décès et une centaine de blessés avec une tendance de plus en plus jeune. Oui. Et bon, c'est dommage de parler de ces statistiques macabres, mais et quand on regarde dans la profondeur, c'est la fatigue, c'est le sommeil, c'est évidemment l'excès de vitesse et tout ça. Moi, j'exhorte nos compatriotes à faire attention, à respecter le code de la route et à se reposer. Les centres d'accueil sont bien équipés, ils reçoivent des conseils, ils reçoivent des sensibilisations. Il vaut mieux qu'ils arrivent un peu tard chez eux que ne pas arriver du tout. Voilà, juste un petit rappel pour nos téléspectateurs, parce qu'il y en a beaucoup justement de cette diaspora qui nous regardent, notamment en Europe et ailleurs. Je vous rappelle les lignes qui ont été mises à disposition par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. D'abord au Maroc, des numéros verts gratuits qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ceci concerne l'assistance au territoire marocain. Il y a aussi les autres numéros verts à l'étranger, disponibles aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jamal Belharache. Merci à vous également, colonel Hassan Saoud, d'y avoir participé, d'avoir enrichi le débat. Et nous réitérons nos vœux de bienvenue à toutes les Marocaines et les Marocains qui rentrent par amour d'abord pour leur patrie. Ces vacances d'été. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.